On a le plaisir ce soir d'accueillir, il est un peu ici chez lui, puisqu'il est un enseignant de la faculté, Moïse Sidiropoulos. Comme vous le savez, en 2012, le prix Nobel de la paix a été remis à l'Union européenne pour l'Union européenne vecteur de paix. Et c'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne vit dans une certaine forme de paix. Au moins, il n'y a pas de guerre, il y a peut-être des problèmes économiques. Moïse nous en dira quelques mots. Et ce prix Nobel de la paix, qui a été remis à l'Union européenne, a été remis également symboliquement à 20 personnes, de tout âge, de tout pays confondu, pour leur action particulière, pour leur engagement au niveau de l'économie européenne en ce qui concerne Moïse Sidiropoulos. Alors, pour vous donner le planning de ce soir, Moïse va nous faire une allocution où il essaiera de répondre à l'Europe peut-il sortir de la crise économique? Je suis sûr que oui, Ensuite, il y aura une séance de questions-réponses avec la salle. Et enfin, le président de l'université dira quelques mots de félicitations à Moïse. Voilà. À toi, Moïse. Merci beaucoup, monsieur le doyen, monsieur le président, chers collègues, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur. J'ai eu la chance ou la malchance de tomber en Grèce en 2008 lorsque la crise a commencé, s'est éclatée, surtout en Grèce. Et comme j'ai eu une année de disponibilité, et donc je me suis engagé directement dans ces discussions sur la crise. Pardon? Plus près? OK. Pour un économiste, effectivement, c'était un laboratoire. Et je participais à des discussions, à des conférences. Et donc, voilà, et je continue encore à parler de l'Europe et de cette crise européenne. Effectivement, cette crise est pénible. C'est une crise qui persiste en Europe. Ça fait 8 ans maintenant. Elle s'est incrustée en Europe. Et ceci, on sait maintenant pourquoi. Parce qu'il n'y a pas les mécanismes de crise en Europe qui puissent nous faire sortir de cette crise. Ou encore, l'architecture de la construction européenne, elle n'est pas la meilleure possible. Elle est erronée. Bon, on en parlera de tout ça. Le problème, c'est qu'on a vécu pendant 50 ans en paix et on croit toujours que cette paix va perdurer. Samuelson il disait que ce n'est pas si sûr que tous les matins, en se levant, on peut trouver en face dans les magasins du pain et du lait. Et bien que nous, on croit qu'actuellement, c'est quelque chose d'acquis. Pas du tout. Ce n'est pas acquis. Tout peut changer. D'ailleurs, 50 années de paix, c'est énorme. Dans l'histoire, si on voit ça, c'est beaucoup. Et ceci grâce à l'Europe. C'est pour cette raison que le prix Nobel a été attribué à l'Union européenne pour récompenser cet effort de 50 ans, mais surtout pour l'avertir, pour l'avenir. Parce que là, il y a un problème. Et on risque de faire éclater tout ce qu'on a construit pendant toutes ces années, parce qu'on a fait une union avec une monnaie sans politique, sans État, et que ceci, si on ne le continue pas, si on n'ajoute pas l'intégration politique à l'heure actuelle, risque de partir un peu de chagrin. Effectivement, il y a des pays dans cette Union européenne comme l'Allemagne qui ont une responsabilité énorme. L'Allemagne surtout parce qu'il joue un rôle dominant à l'heure actuelle au niveau européen. Ce n'est pas les petits pays qui peuvent changer le destin de cette Europe, de ce continent. En plus, on sait que si les choses changent, si on revient dans nos monnaies nationales, c'est fini. Il faut avoir des grands espaces régionaux comme les États-Unis, le Japon, l'Europe. Si on veut préserver notre État social, notre économie sociale, ce qui a été fait en Europe pendant des années, et pour ne pas être perdu à travers la mondialisation, il faut, si on veut garder ces modèles sociaux européens, il faut absolument être unis. Surtout pour les jeunes qui sont là, l'avenir les appartient, c'est eux qui doivent
pouvoir en profiter de cette union dans l'avenir. Il faut absolument avoir. Alors, je suis dès le départ favorable à cette union européenne, comme avec mes amis, Michel Devolu, Gilbert Koenig, Diana et les autres, Jean Arous. Et on a fondé avec Michel en 1998 l'Observatoire des politiques économiques européennes qu'on a co-dirigé pendant une période. Michel et Gilbert continuent, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ces débats publics, très partisans. Je participais dans des pétitions pendant ces années et j'aimerais quand même partager avec vous quelques points, quelques interrogations. Voilà, je ne vais pas trop entrer dans les considérations introductives. Vous les connaissez plus ou moins parce que le temps est précieux. Et là, je crois que... Hein? Voilà. Voilà les questions auxquelles je vais répondre. Les questions que je vais poser et je vais essayer de les répondre devant vous. D'abord, le pourquoi la crise de la zone euro, pourquoi est si difficile à surmonter cette crise. On sait que la crise, d'abord, il faut définir en fait cette nature de crise. Au départ, c'était une crise immobilière, comme elle s'est éclatée aux États-Unis. Ensuite, elle s'est transformée, il y a des métamorphoses. Elle s'est transformée en crise financière, bancaire, économique, sociale et crise des dettes publiques. Tout est tombé sur les épaules des États. En fait, cette crise qui a changé d'image nous a révélé qu'il y a certains mythes, mensonges qui ont été dits pendant au moins les 24-25 dernières années, les 25 dernières années du siècle dernier. D'abord, le premier mensonge ou mythe, je peux utiliser un mot grec quand même, celui de la finance bienfaisante, qui pouvait allouer des ressources du capital sans risque, qu'on a vu qu'après coup, c'était une illusion, parce que suite à la crise, on a dû intervenir pour réguler ce marché, pour donner des liquidités pour pouvoir sauver ce marché. La mondialisation, deuxième mythe, on croyait qu'à travers la mondialisation heureuse, on aurait un facteur d'efficacité pour les entreprises, de gain de pouvoir d'achat pour tous. Aussi, c'était une erreur. On a vu après coup, c'était un mythe. Et puis, le dernier mythe, qui est une illusion européenne, est celle de la monnaie sans État. La monnaie sans État ou sans politique, si vous voulez. On a cru qu'on pouvait avoir les bénéfices économiques d'une monnaie unique qui ne payait pas les prix politiques. Ça, c'est l'erreur qu'on a commise. Et tout ça dans cette approche théorique, si je peux utiliser, dans cette idéologie classique. Toujours les marchés qui peuvent nous sauver. L'hypothèse mère de ces marchés, c'est que tout est à l'équilibre. On s'est fondé sur une théorie qui ne prévoit pas a priori des crises. Et puis, ce n'est pas que ça. Ensuite, on a essayé, à travers ces théories, de trouver les remèdes pour la crise. C'est ce qu'il dit notre cher collègue et ancien doyen de la fac ici, Jean-Paul Fitoussi, dans son dernier ouvrage, le théorème de Lampadaire, où il nous dit que si pendant la nuit, enfin je caricature, je le dis rapidement, vous perdez vos clés et vous allez les chercher là où il y a une lumière, où il y a un lampadaire public, et vous savez pertinemment que les clés ne sont pas là. Mais c'est là que vous allez les chercher parce qu'il y a la lumière. Effectivement, on utilise cette théorie parce qu'on sait cette théorie, on sait que ce n'est pas elle qui va résoudre le problème, mais on insiste à l'utiliser, cette théorie, pour résoudre nos problèmes. Ça, c'est une erreur qu'on est en train de commettre, même à l'heure actuelle. L'Europe participe en fait dans cette crise, telle que je viens de la décrire, elle participe dans cette crise, mais elle a quelque chose de plus. Elle présente une certaine vulnérabilité parce que l'Europe, c'est un espace économique où il y a trop d'hétérogénéité, il y a des pays hétérogènes qui
participent, qui partagent une même monnaie, une monnaie unique. Et donc ça, c'est déjà un problème, d'autant plus que cette monnaie unique, malgré tout ce qu'on a prévu, cette monnaie unique accentue la crise, les problèmes de la crise. La crise qui a frappé ensuite, après les États-Unis et l'Europe, a été accentuée à cause de cette monnaie unique. Comment ça? Comment il a accentué? On croyait que c'était un véhicule de convergence, qu'à travers les variables monétaires nominales, on pouvait converger aussi dans les réels. C'était une faute. Ce n'est pas ça. On a des petits pays qui sont dotés d'une monnaie forte. J'avais un étudiant en Grèce qui me disait, oui, je peux quand même le dire, mais voilà, je crois que la Grèce est comme une Lada, une voiture Lada, qui est équipée d'un moteur de Ferrari. C'est-à-dire, elle a un moteur très fort qui n'arrivera pas, en fait. Voilà, et il y a des pays comme ça, mais l'architecture de cette construction européenne est telle qu'on n'arrive pas à résoudre nos problèmes. Et le pays qui s'en sort bien dans ces circonstances, c'est l'Allemagne ou le pays du Nord, si vous voulez. Il y a une polarisation entre les créanciers et les débiteurs. Il y a des pays du Nord qui sont des créanciers et qu'on n'a pas de mécanisme de contrôle de cet endettement après même l'avènement de l'euro. L'Allemagne tire des profits de cette construction européenne. D'ailleurs, elle ne veut pas les changer parce qu'effectivement, ça lui arrange bien. Elle est prête à prêter aux pays du Sud pourvu qu'on ne change rien. D'ailleurs, le SPD, il a cautionné cette approche de Merkel. Enfin, avant, pas maintenant. Peut-être qu'il va continuer, je ne sais pas. Mais il y avait alors, c'était le pays qui, avec des taux d'intérêt relativement faibles, a pu gagner pendant cette période au moins 10 milliards d'euros, c'est-à-dire pendant la période de la crise. Si les taux d'intérêt ne baissaient pas, l'Allemagne devait dépenser au moins pour sa dette publique au moins 100 milliards de dollars. Et puis il y avait la diminution, enfin la dépréciation de l'euro. Au début de la crise, l'euro c'était aux environs de 1,6, je ne me trompe pas, avec les dollars. Et récemment, c'est aux alentours de 1,3. Donc cette dépréciation a favorisé plutôt les exportations allemandes, même des autres pays, mais surtout les exportations allemandes. Et puis, elle a prêté aussi 70 milliards aux pays du Sud. Et on voit que l'opinion publique allemande, qui a une vue plus morale sur la crise, dit que ce qui a fauté, il doit payer, c'est-à-dire qu'on paye pour les Sud, mais qu'est-ce qu'on paye? On ne paye rien du tout. Ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts de l'ordre de 70 milliards, pas plus que ça. Bien, je ferme ma parenthèse. Qui a gagné de cette crise? Qu'il gagne. Alors, il y a une situation dans laquelle on est gagnant et donc on aimerait perdurer, on aimerait qu'il continue cette situation. Et on avance les vertus du modèle allemand. Effectivement, les Allemands ont de bonnes performances techniques en technologie, mais alors, que doit-on faire? La deuxième question, comment doit-on procéder pour en fait sortir de cette crise? Il y a, tout le monde le sait, tous les collègues ici peuvent le dire, les étapes qu'on peut évoquer sont dictées par la nature des problèmes. La première chose, c'est qu'il nous faut tout d'abord, dans ce système qui a fragmenté le système financier, il faut une union bancaire. Il faut une union bancaire, il faut garantir tous les dépôts pour qu'il n'y ait pas un flux de capitaux vers le nord, par exemple, des pays du Sud qui... Les gouvernements endettés ne peuvent pas garantir des dépôts de déposants dans ces pays-là. Un journaliste anglais, je ne me rappelle pas de son nom, qui écrit dans Le Monde, il disait que c'est les banques avec l'État, c'est comme des ivrognes qui marchent dans la rue et l'un peut se tenir sur l'autre. Bon, il donnait cette image-là. C'est quelque chose comme ça. Il faut alors avoir
tout de suite une union bancaire pour avoir une régulation. Effectivement, pour recapitaliser toutes ces banques, il faut pas uniquement de l'argent privé, il faut aussi que les États interviennent. Il faut, je fais un peu vite, il faut avoir aussi une union budgétaire, ça c'est sûr, accompagnée de cette union bancaire. Les détails, on peut les discuter, je vais juste évoquer les grandes orientations. Et donc, cette union budgétaire est nécessaire à côté de l'union bancaire, mais surtout, ce qu'il nous faut, c'est une banque centrale. Et on a oublié qu'on n'a pas de banque centrale en Europe. C'est un peu provocateur ce que je dis. On n'a pas une vraie banque centrale. On a une monnaie commune, on a une monnaie unique, on la partage entre nous dans nos échanges, mais les États européens ont une monnaie étrangère. Ça ne les appartient pas, ces monnaies-là. Ils n'ont pas un pouvoir sur cette monnaie. C'est comme dans les pays du Sud, quand les pays du tiers-monde, qui, lorsqu'ils doivent s'endetter, ils s'endettent dans une monnaie étrangère, parce que leur monnaie ne vaut rien. Donc c'est la même chose en Europe. On a une monnaie commune qui n'appartient à personne. Alors il faut que cette monnaie puisse appartenir à quelqu'un. Et puis, la vraie banque centrale, c'est une banque centrale qui est un prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire pour qu'il puisse financer, s'il faut, les dettes. Moi, je ne dis pas qu'il faut financer, monétiser la dette, pas du tout. Ce n'est pas le remède, mais je veux rester sur ce point-là un peu. On parle de la neutralité de la monnaie, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire la monnaie est neutre à long terme, moyen, long terme. N'a aucune neutralité, ça veut dire qu'il n'a aucune, pour les gens qui ne connaissent pas ici, qu'il n'a pas une influence sur l'activité réelle. On est d'accord. Mais si à court terme, on a une récession et on veut arriver à long terme, on ne va pas attendre le long terme en disant que la monnaie est neutre. On doit intervenir par la monnaie, n'est-ce pas? La monnaie, c'est une sorte de, comme la cortisone. Ça peut vous soulager, mais ce n'est pas ça qui va vous guérir. Mais au moins, dans la courte période, peut rétablir la situation pour qu'on arrive à long terme à cette situation, n'est-ce pas? C'est nécessaire, la politique monétaire et la gestion de cette monnaie par une banque centrale. Et puis, autre chose, les pays comme les États-Unis, le Japon, qui ont des dettes énormes, beaucoup plus importantes que la dette publique agrégée au niveau européen. Mais ces pays-là ont le respect des spéculateurs, très important, parce que personne ne peut spéculer contre ces monnaies, contre ces dettes, les obligations de ces pays, parce qu'ils ont ce droit de prêter en dernier ressort. On sait qu'on ne le fera jamais, ça. Il y a des choses qu'on le dit, on ne le fait pas, il y a d'autres qu'on le fait, on ne le dit pas. Je dis la même chose, des fois, peut-être. Mais il y a alors la monnaie, c'est une sorte de force de dissuasion, comme la bombe atomique. On l'a, mais on ne l'utilise pas. Mais les autres savent qu'on peut le faire. Draghi, lorsque l'année dernière faisait cette annonce que moi, je ne vais pas laisser l'euro, la zone euro, c'est ça qu'il disait. Il disait qu'in extremis, je peux intervenir. Bon, c'était effectivement pas crédible son annonce parce que dans les statuts de la Banque centrale européenne n'existait pas ça. Donc personne ne l'a pris au sérieux. Mais en fait, il faut le prendre au sérieux, il faut l'inscrire dans les statuts de la Banque centrale. Alors c'est très important, à mon avis, ces trois choses. L'union bancaire, l'union budgétaire, la surveillance budgétaire et une vraie banque centrale. Le troisième point, comment dépasser le conflit d'intérêts? Effectivement, tout ce qui se passe, toutes les décisions qu'on prend au niveau européen sont des décisions intergouvernementales entre les gouvernements. Il n'y a pas des institutions qui puissent intervenir pour résoudre des problèmes. Alors, ceci prend beaucoup de temps, et puis ça dépend de la période. Si mon gouvernement a un intérêt, on peut trouver une solution. C'est très spontané, très conjoncturel. Et puis, ça peut changer. On peut prendre des décisions à Bruxelles
rapidement sans consulter le Parlement, sauf la Bundesbank, là c'est interdit, et on peut prendre des décisions, et donc il y a un contournement de toute cette procédure démocratique. Il y a un déficit démocratique dans ce cas-là. Alors, et puis, économiquement, ce n'est pas l'optimum social, on peut dire, ce n'est pas les meilleurs intérêts qu'on peut avoir en faisant ça. Alors, il faut avoir il faut résoudre ce conflit. En théorie des jeux, il y a des solutions. La première, c'est la première solution, c'est qu'il faut définir un intérêt commun pour Européens. C'est la solution coopérative, ce qu'on dit, c'est la meilleure. Et puis, où on va se diriger vers un équilibre hégémonique. Un équilibre hégémonique, ça veut dire le pays le plus puissant devient leader. Ça, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne ne peut pas le faire ça parce que depuis la guerre, elle ne voit pas qu'elle peut exercer un leadership. Elle ne se sent pas en phase de faire ça. Elle se sent quand même plutôt comme une grosse Suisse, qu'elle veut être indépendante, elle veut être prospère, mais qu'elle n'intervient pas vraiment dans le jeu. Ça veut dire que si elle joue ces jeux-là hégémoniques, c'est le jeu à la Steigelberg, si elle joue ces jeux-là, dans ce cas-là, elle comprend que sa prospérité tient à l'existence de l'Union, son intérêt alors se confond avec l'intérêt de la zone, et donc elle doit faire tout pour qu'il y ait une cohésion d'ensemble dans cette solution hégémonique. Ça doit être bien ça, de jouer ces jeux-là. D'ailleurs, je fais une parenthèse, tous les systèmes d'échange fixe avaient un problème, c'était le problème du N-1. C'est-à-dire, si vous avez une monnaie, les N-1 sont... et puis le N-ième, c'est indépendant. Bon. Donc, c'était des systèmes pyramidaux où il y avait toujours à la tête du système un pays qui en profitait de ce degré de liberté que le système lui donnait. Donc, c'était dans le Bretton Woods le dollar, dans le système monétaire européen, malgré le fait qu'on l'a construit comme étant symétrique, coopérative, et elle est devenue hégémonique avec l'Allemagne à la tête. Et puis, on a vu la crise de 92-93 et les spéculations suite à la réunification allemande. Et donc, on a dit pas d'hégémonie, pas quelqu'un qui entraîne une telle récession au niveau européen. On va faire la monnaie unique. On a fait la monnaie unique pour ne pas avoir ce rôle hégémonique de l'Allemagne, et voilà, même dans une union monétaire, on a les problèmes du N-1. Je vous dis que tous ces systèmes de N-1 ont été effondrés, vous le savez, par l'histoire. J'espère que dans ce cas-là, on sera plus prudent et on ne va pas laisser s'effondrer ces systèmes qu'on est en train de construire. Et alors, l'Allemagne doit exercer ce leadership. Effectivement, l'opinion publique allemande, comme je le disais, a une vue morale sur la crise. C'est-à-dire, ceux qui ont fauté doivent payer. Heureusement, l'establishment allemand, les entrepreneurs, n'ont pas le même point de vue. Ils savent qu'ils doivent vivre avec l'euro, avec la zone euro. Et donc, ils doivent le faire pour des raisons à la fois politiques, économiques et financières, tout simplement. Ils ne peuvent pas. L'Allemagne, dans ce cas-là, semble être prête à jouer, à aller vers une intégration politique. C'est ce qu'il nous faut d'ailleurs. Elle se sent mieux dans une telle solution parce que c'est un pays fédéral. Et donc, c'est la France qui ne veut pas. C'est la France qui ne veut pas entrer dans un tel système. En 1994, lorsque l'Allemagne a proposé à la France, suite au traité de Maastricht, pour faire un gouvernement politique avec les Français pour choisir les pays qui vont être introduits dans la zone euro, la France a refusé. Si demain, Merkel fonde un gouvernement et propose la même chose, on ne sait jamais. La France doit faire un choix décisif. Et s'il veut faire un tel gouvernement, enfin,
une union politique, je ne sais pas, un gouvernement, avec l'Allemagne. A priori, l'Allemagne peut se mouler dans ce modèle plus facilement que la France, car la France a une conception monolithique de la souveraineté nationale, de la souveraineté. En Allemagne, l'Allemagne est une nation devenue un État. La France est un État qui a créé une nation. Il y a une différence fondamentale. Et donc là, ceci pose un problème. Suite à tous ces problèmes, on peut répondre à la dernière question. Si on peut, si on peut y arriver, c'est-à-dire surtout maintenant, après les élections allemandes, est-ce qu'il y a un avenir pour l'Europe? Est-ce que tous ces problèmes que je viens d'évoquer, on peut les résoudre maintenant? Effectivement, on aura bientôt un nouveau gouvernement en Allemagne. Angela Merkel a gagné avec une écrasante majorité, 42%. Les meilleurs scores, il frôle après le score d'Adenauer de 57. Et lui, il avait 52%. C'était le deuxième seul exemple en Allemagne où on a un tel score. Je ne sais pas s'il va briguer un quatrième mandat, mais je ne crois pas. Peut-être que dans ce troisième et dernier mandat, il sera plus sage, il fera des choix plus clairs. En tout cas, je ne sais pas si l'Allemagne va choisir. Je peux juste dessiner deux scénarios possibles. Le premier, c'est de comprendre, en effet, qu'il y a besoin d'un New Deal européenne et qu'il faut aller dans cette direction. Il faut stimuler la demande interne, la croissance, bien que ça, en Allemagne, il y a une mauvaise connotation. La seule période où on a fait ça, c'était la période d'Hitler. Et donc, bon, disons qu'on essaye de faire ce New Deal et que toute l'Europe peut en profiter. Jusqu'à maintenant, l'Allemagne, elle a fait des gains, je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, elle risque l'année prochaine d'avoir un ralentissement dans son économie, et même une crise. Pourquoi je le dis ça? Comment on peut le fonder ça? Effectivement, la demande par les pays émergents baisse, leur croissance se tasse. Du côté de la Chine, pareil, pour les biens d'équipement. En Europe, la demande a baissé, de l'Italie, de l'Espagne, pour des biens de consommation. Son excédent commercial, c'était de l'ordre de 180 milliards au début de la crise. Maintenant, c'est 82. Et à l'époque, c'était dans cet excédent participaient à 60% les pays européens. Maintenant, ils participent à 32%. Donc, vous voyez qu'il y a une baisse de ce commerce avec les pays européens. Et puis, aussi, la demande externe diminue aussi, comme je viens de le dire. Alors, l'Allemagne risque de passer une période de stagnation. D'ailleurs, on le voit par deux chiffres. Si vous voyez, comme point de base 2008, la croissance en Allemagne de cette année par rapport à 2008, c'est de l'ordre de 2,4. Non, ce n'est pas son taux de croissance, c'est par rapport à cette date-là, elle a augmenté de 2,4. Les mêmes chiffres aux États-Unis, c'est 5,2. Donc, suite à cette quantitative easing, l'assouplissement monétaire aux États-Unis, on a stimulé l'économie, l'activité économique, la consommation, et puis voilà, l'économie a repris, le chômage diminue aux États-Unis, et la progression de l'Allemagne, c'est plus faible. Par contre, au début des années 2000, sa progression était beaucoup plus importante. Si on fait la même comparaison, on peut la décaler un peu du début des années 2000. Alors on voit qu'il y a une fatigue de croissance du côté allemand. Alors ça pourrait être ça, un élément, une menace crédible en fait, pour que les Allemands croient définitivement qu'il faut rester dans la zone euro et que donc il faut faire tout pour y rester. D'ailleurs, avec les prix qui ont monté dans l'immobilier, on risque d'avoir une bulle immobilière
comme on avait aux États-Unis, en Allemagne. Si vous voyez les chiffres, comment ils explosent à l'heure actuelle, comment ils montent, il y a un risque. D'ailleurs, c'était une des questions qui a dominé dans la campagne préélectorale de Merkel. Je finis, monsieur le doyen, je vous vois, vous êtes un peu... Alors, les problèmes, la question décisive est la suivante. Est-ce que Berlin va accepter, enfin, de dissimuler la vérité, parce qu'il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Il va accepter que la crise de la dette n'est rien qu'un symptôme de la conception erronée de l'architecture de l'euro, dont un autre symptôme est l'excédent commercial de l'Allemagne, qui va de pair avec l'appauvrissement des travailleurs allemands et des autres de la périphérie de l'Europe. S'il accepte ça, si elle comprend ça, l'Europe sera sauvée. Sinon, il va être réduit en peau de chagrin. Les jours de l'euro seront comptés. Et ça sera un désastre pour l'Europe. Ça sera un désastre de rester des petites unités, des petits pays, face à un monde qui est unifié, face à des zones monétaires régionales unifiées. Voilà, je finis. Monsieur le doyen. Hein? Ah oui, justement, pardon, juste un peu, vous montrez, oui, il a raison parce que je lui ai montré avant. Ah, il y a des données. Voilà. Ce qui peut présenter aussi une menace crédible encore, pardon, merci, monsieur le doyen, c'est ça, ce graphique que vous voyez. La dette actuelle en Allemagne, c'est de l'ordre de 2 milliards et quelques euros. En France, c'est 1940 milliards. Mais cette dette sera mieux remboursée par les Français parce que vous voyez, il y aura plus de personnes dans l'avenir à payer cette dette. C'est-à-dire la dette, c'est aussi une richesse, n'est-ce pas? Quand on fait une dette, on émet des obligations. Ces obligations sont dans des portefeuilles. Ces portefeuilles peuvent être hérités. Donc c'est une richesse, n'est-ce pas? Ce n'est pas uniquement une dette à payer. Ce sont des obligations que les gens... Et là, vous voyez que l'Allemagne a un fort problème démographique. L'Allemagne a un fort problème démographique qui doit résoudre. Dans 15 ans, l'Allemagne n'aura pas beaucoup de jeunes, il n'y aura que des vieux. Alors, il faut payer les retraites de ces gens-là et il faut produire. Le modèle qui a été choisi pendant cette période-là, de cette architecture erronée, comme je l'ai caractérisée, c'est d'obliger les pays du Sud ou les autres pays de la périphérie de l'Europe à ramener leurs dépôts vers l'Allemagne parce qu'ils n'ont pas assuré dans ces pays-là, première chose. Et deuxième, c'est le capital humain. Il y a des bureaux de chasseurs de tête qui sont installés dans ces pays-là pour amener tout ce qui est capital humain spécialisé, médecins, ingénieurs, vers l'Allemagne. Comment peut-on alors développer ces pays-là lorsqu'on enlève tout ce capital humain? Mais ce capital humain est utile pour l'Allemagne pour payer d'abord leurs dettes et promouvoir cette croissance dans l'avenir. Là aussi, ça peut être aussi une menace crédible pour l'Allemagne pour changer. Espérons que Merkel sera sage, comme nous on était. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Moïse. Alors, Moïse Sidiropoulos a choisi de faire une intervention plutôt brève pour vous permettre également de poser de nombreuses questions concernant l'Europe, l'Allemagne et la France. Et donc, il y a des micros qui circulent, ceux qui veulent se lancer et poser les premières questions. Merci beaucoup. Oui, on peut... À propos du rôle de l'Allemagne, je crois que effectivement l'Allemagne se freine elle-même. Elle ne joue pas le rôle qu'elle pourrait jouer. Mais je voudrais... Quel est ce rôle qu'elle pourrait jouer? De leader. Oui, de leader politique, oui. Parce qu'elle est un leader économique. Mais imaginez un instant qu'elle le joue. On a déjà
quelles seraient les critiques? Ce seraient des critiques sur l'Allemagne dominante, sur l'arrogance et tout un tas de choses. Elle se réfrène elle-même. Donc j'aimerais avoir votre commentaire là-dessus, sur ce qu'on pourrait imaginer. L'autre chose que je voudrais faire observer, parmi les éléments de sortie de crise, il y a le meilleur fonctionnement du marché unique. Je considère que le marché unique est incomplet et qu'il ne fonctionne pas comme il devrait. Il y a des réserves de production et d'échange entre nous, entre les 500 millions d'Européens, qui sont largement sous-utilisés et qui viennent en particulier des différences de structure administrative, qui viennent de la méconnaissance des langues, et là vous avez un rôle important à jouer ici dans l'école de management, de connaissance de l'autre, de se sentir citoyen. Oui ? À ne pas confondre. Oui, mais vous connaissez... Mais la faculté des sciences économiques, sans la connaissance de l'allemand ou de l'anglais ou de l'espagnol, vous n'allez nulle part. Vous pouvez travailler à la caisse d'épargne peut-être, mais il faut des connaissances linguistiques approfondies. Je ne voudrais pas ajouter à ces commentaires, mais pour laisser le temps de répondre. Pour la première question, techniquement, si on se réfère à la théorie des jeux, un jeu d'hégémonique de Stagelberg est meilleur qu'un jeu non coopératif, comme celui qui est en train de se dérouler à ce moment-là. Donc on peut être gagnant. Bien évidemment, ce n'est pas meilleur que la coopération idéale, mais à partir du moment qu'il n'existe pas cette coopération, le jeu hégémonique est meilleur. Et maintenant, la deuxième question sur le marché unique, ceci sont des questions institutionnelles qu'on peut régler par des institutions européennes, créées au niveau européen. Donc, pas par les accords intergouvernementaux, effectivement, il y aura cette faiblesse. Mais pour avoir des institutions de ce type-là, soit budgétaires ou autres, il faut avoir quand même une souveraineté européenne et une souveraineté nationale en même temps. C'est-à-dire qu'un citoyen doit se sentir français, en même temps européenne, et que tout ça doit passer par le Parlement européen, n'est-ce pas? On ne va pas voter des parlementaires au niveau européen avec des critères nationaux, mais avec des critères européens pour unifier ce marché, par exemple. Oui, oui, merci. J'avais une question à poser. C'est par rapport, donc on a une crise financière, bancaire, etc. Mais on a aussi une autre crise qui est en perspective, c'est la crise écologique. Et je voulais savoir si l'Europe ne pouvait pas faire une pierre deux coups, donc essayer de contrer la menace future écologique par la sortie de crise. Est-ce qu'elle pourrait passer par là? Est-ce que ce serait une perspective Oui, tout à fait. J'évoquais tout à l'heure le New Deal. Je n'ai pas trop développé ce qu'il y a là-dedans, mais c'est ça, effectivement. Ce sont des investissements inclusifs forts en écologie. Et c'est ça qu'il faut jouer l'Europe à l'heure actuelle. Et simplement, je l'ai passé dans le mot New Deal. Je n'ai pas été trop attentif sur ce point-là. Mais bien sûr, il existe. D'ailleurs, sont liés les deux crises. Les déficits budgétaires et le déficit extérieur sont liés au déficit écologique. Il y a des travaux qui ont été faits récemment là-dessus. Bon. Oui. Oui, excusez-moi, je rebondirai juste sur la question qui vient d'être posée en ce qui concerne l'écologie, mais qui a en même temps un rapport direct avec la crise économique. Vous savez qu'est prévu pour 2015 le grand marché transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Quel est finalement l'avenir qui reste pour l'Europe, puisque vous aviez parlé des zones unifiées au niveau du poids diplomatique, avec cette unification? Et quel est également l'avenir pour l'écologie, l'environnement, sachant qu'il y a une baisse progressive des réglementations concernant, par exemple, l'importation de bœufs aux hormones ou d'OGM, voilà.
Oui, là, ça va un peu loin. Je vais vous dire simplement qu'il faut effectivement changer les systèmes de calcul des prix. C'est-à-dire qu'il faut que le carbone puisse avoir un prix. C'est-à-dire qu'il faut inclure le prix du carbone dans le calcul des prix. Donc les choses vont changer. Il y a des choses qu'on peut faire dans le simple calcul économique en introduisant des facteurs de ce type. Donc maintenant, ce que vous évoquez sur le bœuf de... Là, je ne veux pas vous dire explicitement des choses. Bon. Merci Moïse pour cette présentation. J'aimerais juste me faire un peu l'avocat du diable sur un point particulier. Comme tu as beaucoup parlé d'Allemagne. Tu la connais bien, toi, d'ailleurs. Pardon ? Toi, tu la connais bien, l'Allemagne, mieux que nous. Oui, j'y passe pas mal de temps, effectivement. Mais il y a quand même une chose qui me frappe. Il y a peut-être un point sur lequel tu es peut-être passé vite ou que tu n'as pas évoqué. C'est qu'à partir de 1990-91, l'Allemagne réunifiée a investi énormément dans l'effort extrêmement douloureux lié à l'intégration des nouveaux Länder, donc en clair, de l'ex-Allemagne de l'Est, qui était plus ou moins une économie ravagée. Donc c'est un effort comparable à ce qui a été fait dans la plupart des pays européens au moment de la reconstruction d'après-guerre, et en quelque sorte, ce que les Allemands appellent le Wirtschaftswunder, le miracle économique des années 50, ils ont réussi dans les années 90, peut-être dans une moindre mesure, à le réaliser à nouveau. Et la question qui se pose quand même curieusement, et c'est pour ça que je fais l'avocat du diable et c'est un peu polémique, c'est que c'est paradoxal. À mon sens, comparativement aux autres grandes économies européennes, que sont la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, au début, milieu des années 90, l'Allemagne avait quand même un certain fardeau économique, politique, même sociologique en quelque sorte. Et paradoxalement, de toutes ces grandes économies européennes, c'est le pays qui s'en sort le mieux. Ah, effectivement, il y a probablement des effets structurels, macroéconomiques qui jouent, mais est-ce qu'in fine, il n'y aurait pas également, en partie du fait du fédéralisme, en partie du fait d'un certain positionnement politique allemand très différent de celui des ex-grandes puissances européennes que sont la Grande-Bretagne et la France, est-ce qu'il n'y a pas aussi là une clé de succès qui pourrait être appliquée à l'ensemble de l'échelle européenne? C'est-à-dire qu'on devient tous des Allemands. Bon. Je commence ma réponse tout de suite par la réunification. D'abord, il y avait un deal, l'euro contre la réunification allemande. Mais cette réunification allemande a été faite sans facture. C'est-à-dire, ça n'a pas été considéré comme un jeu coopératif au niveau européen, c'est-à-dire que l'Allemagne puisse faire sa réunification, que le poids de cet investissement, de cette dépense publique soit supporté par les pays européens à contre-valeur un taux d'intérêt faible. L'Allemagne a fait le contraire, a dit que ce problème, c'est mon propre problème, je vais financer, elle a financé, elle a augmenté les intérêts, bien évidemment, il a attiré des capitaux, comme ils ont fait, c'est le policy mix traditionnel qu'on a joué aussi aux États-Unis. Il a augmenté les taux d'intérêt et il a aussi fait une politique monétaire restrictive pour réduire les taux d'inflation parce que ces politiques étaient inflationnistes. Du coup, les taux d'intérêt, ils ont augmenté encore davantage et voilà les crises d'échange 92-93. Donc l'Allemagne a joué pour son compte, effectivement, et à l'époque, elle était très généreuse pour l'introduction, pour l'intégration de ce pays, de cette région de l'Est. Actuellement, elle ne montre pas du tout cette même sensibilité qu'à l'époque. Maintenant, pour la question suivante, c'est-à-dire sur le modèle allemand, il faut discuter pendant des heures. Il y a un bon livre que j'ai lu récemment sur le modèle allemand, Made in Germany, de Guillaume Duval, qui est magnifique. Moi, je l'ai lu et puis vraiment, je le conseille à tout le monde. Et là, il vous explique pourquoi le modèle allemand a réussi. Il y a un système tout à fait différent, ça n'a rien à voir avec ici. Il y a le consensus social, les négociations tous les 3 ans, les apprentis, il y a plein de choses qu'on ne peut pas évoquer ici. Mais on ne peut pas changer, devenir comme... Mais ce modèle allemand, je ne pense pas qu'il peut être transplanté dans les autres pays. L'Allemagne a tiré sa croissance par les exportations. Quel pays tire sa croissance par les exportations?
En principe, c'est un petit pays, pauvre, qui n'a pas une forte demande interne, et donc il veut exporter pour accroître son PIB. Mais c'est comme ça qu'on fait. Et les États-Unis, ils ont stimulé la consommation, il y a une reprise. Parce que c'est une économie relativement fermée, grande. Il suffit de stimuler la consommation et l'investissement, et l'économie a repris. C'est la demande interne. La Chine a fait la même chose, c'est les exportations. L'Allemagne, c'est l'équivalent, disons, de la Chine en Europe, non, on ne peut pas le dire ça. Et elle continue, elle nous dit, voilà, mon modèle c'est ça, je garde les salaires faibles, il faut voir les salaires en Allemagne, l'agenda 2010 de Schröder, la flexibilité du marché du travail, et il faut garder les salaires faibles pour être compétitif. Alors, faites la même chose, tous les autres. Mais vous savez qu'en économie, il y a un paradoxe, le paradoxe de l'épargne, ou le paradoxe de l'agrégation. C'est-à-dire, vous êtes riche, donc vous épargnez davantage, ça veut dire que vous êtes riche. Si on agrège toutes ces personnes, Eric le connaît très bien ça, si on fait l'agrégation de toutes les personnes qui épargnent, on arrive à une économie en récession. C'est exactement la même chose. Si tout le monde se met à faire ça en Europe, c'est-à-dire à devenir compétitif pour exporter, on va tomber dans une récession phénoménale. Alors on ne peut pas transplanter ces modèles. Ceci a été appliqué à un moment donné. Je pense qu'il arrive à la fin. Il ne pourra pas continuer l'Allemagne à faire ces jeux-là. C'est-à-dire que par les exportations. Il faut absolument augmenter la demande interne. La demande interne a été augmentée en Allemagne ces dernières années de 3,6 grâce au taux d'intérêt faible, aux exportations aussi, mais cette demande interne a été noyée par l'austérité budgétaire qui a amené. Donc cette austérité monétaire et cette austérité budgétaire a neutralisé complètement cette demande interne et on n'a pas eu des externalités positives pour les autres pays européens, vous voyez. Alors il faut prendre des mesures beaucoup plus solide, plus importante de stimulation de la demande en France et en Allemagne, pas uniquement en Allemagne. Blanchard le disait il y a une dizaine de jours dans un... Jean m'a passé cet article, dans une interview dans La Croix, et il disait qu'effectivement, la France doit stimuler sa demande interne. Et on ne peut pas attendre par les exportations, uniquement. Bon, voilà. Moïse... Oui, je te remercie. Là, en une demi-heure, tu nous as brossé un tableau de la situation économique en Europe. Et effectivement, si tu viens de répondre à Emmanuel Muller, c'est également déjà dès les années 90, Jean-Paul Fitoussi, dans son ouvrage de défi, mettait ça en avant, que c'est par la hausse des taux d'intérêt, l'attraction des capitaux extérieurs de toute l'Europe, que l'Allemagne a financé la réunification. Mais de l'autre, ça montre aussi que lorsqu'il y a effectivement financement de l'investissement, on va dans le sens de la relance. Et est-ce que tu penses, on en a discuté l'autre fois, la proposition qu'a faite Frédéric Lordon, mais qui a été repris aussi par d'autres économistes là, récemment dans le monde diplomatique, parce que ce déséquilibre en Europe, alors d'un côté l'Espagne, le Portugal, les pays du Sud qui s'appauvrissent, et de l'autre les excédents, des déficits qui s'amoncellent d'un côté, et les excédents de l'autre, et en particulier pour l'Allemagne. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir, compte tenu de la différence terrible des structures économiques des pays qui ont cette monnaie unique, de revenir à une monnaie commune, c'est la proposition de Lordo, et qu'on rétablisse des flexibilités internes à l'Europe. On garde l'euro comme devise internationale, en monnaie commune, mais que par contre on réintroduise. Ce serait une manière de faire remonter l'euromarque au sein de l'Europe et d'éviter que l'Allemagne puisse engranger des excédents, j'allais dire, sur le dos des autres. Ça rétablirait aussi la compétitivité prix des autres pays aujourd'hui en difficulté. C'est bien sûr qu'une mesure transitoire par rapport à la défaut d'architecture, mais est-ce que dans l'immédiat, on ne doit pas passer par là pour éviter l'éclatement? Mais oui, j'ai lu cet article que tu m'as conseillé d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est un peu artificiel cette construction d'avoir des taux de change à l'intérieur de l'euro. On aura un euro franc, un euro Deutsche Mark, fixé. Peut-être Gilbert Koenig peut nous répondre mieux sur ces drôles de monnaies parallèles. Et il y aura des spéculations peut-être entre les monnaies avec leurs valeurs internes et externes. Moi, je pense que ce n'est pas clair comme chemin et ce n'est pas une solution viable en tout cas.
Et on sait qu'on peut avoir au sein de l'union monétaire, avant on avait peur que si un pays s'écarte trop, comme c'était la Grèce, il risque de provoquer une crise systémique et donc que le système tout s'éclate. Et on a vu que ça c'était aussi une illusion parce qu'avec la Chypre, on a testé qu'effectivement un pays peut rester dans la zone euro. On a imposé des restrictions d'échange, une partielle mobilité des capitaux, et donc l'euro qu'ils ont en Chypre, c'est pas les mêmes. C'est la même, exactement, les mêmes billets qu'on a nous, mais ce n'est pas la même chose que l'euro qu'on a les autres. Donc c'est une manière d'isoler un pays peut-être par cette d'isoler. Oui. Et je ne sais pas si ça c'est toujours un système bancal, ce n'est pas une union monétaire, en tout cas, ce n'est pas une monnaie unique, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup, Moïse, pour ce que tu nous as raconté. Incidemment, c'est un vieux... pardon, ce n'était pas l'objet de ma question, mais cette question-là a été traitée dans le rapport Delors, où il a été dit, aussi bien que vient de le dire Moïse, que ce n'était pas une option vraiment intéressante parce qu'elle coupait vers l'union politique. Bon, maintenant, par rapport à ce que tu racontes, c'est passionnant. Moi, je sors un peu du débat, si tu le permets, pour progresser. Parce que, au fond, nous sommes toujours dans l'intergouvernemental. Et ta manière un peu de critiquer l'Allemagne, on reste dans une logique où l'Europe ne pourrait progresser qu'à travers la bienveillance de tous les États. J'aime toujours rappeler un proverbe, je leur ai dit toujours, qu'on a rarement vu les dindes envoyer les invitations pour le repas de Noël. Oui. Et donc, c'est une question surtout que je pose à la jeunesse. Est-ce qu'il ne faudrait pas, face à ce questionnement majeur, ne pas attendre des États ex-qualité une avancée européenne, mais de demander aux citoyens? Parce que je suis frappé, quand je rencontre des personnes qui ne sont pas spécialistes, il y a une espèce d'évidence à avoir une monnaie et avoir une union politique. Et lorsque l'on franchit le seuil de l'intergouvernemental, ça bloque. Alors, je n'ai pas de solution, ou plutôt, ça pourrait être développé. Mais je te soumets l'idée qu'au lieu de penser une solution de nouveau intergouvernementale, ne pourrait-on pas demander aux citoyens, je ne sais pas, ça c'est à répondre, mais aux citoyens de redéfinir les enjeux de l'Europe, et je pense que c'est une voie qui pourrait être alternative et plus fructueuse. Ce n'est pas tant une question qu'une suggestion. Oui, j'ai compris. Mais... Et je pense au Parlement européen. Oui, tout à fait, je comprends. Pourrait devenir une assemblée constituante. Je pense très concrètement que si, au mois de mai, on disait cette assemblée-là va créer, elle va avoir comme mandat dans ces 5 ans de proposer un traité, une constitution aux Européens, ça pourrait être peut-être un moyen de dépasser ce que tu as si brillamment expliqué. Mais bon, c'est pas une question, c'est une position. Merci. Et puis je te remercie. C'est moi qui te remercie. S'il y a encore des questions? Costa, περιμένω. J'attends que Costas me pose une question. Merci. Pareil, une question, je ne sais pas si c'en est une en réalité. C'est peut-être une question pour une discussion. Pour certains, le problème de la crise serait due à la déficience du moteur de l'Europe qui serait en réalité le moteur franco-allemand. Ça fait penser aussi à une voiture. Les voitures, c'est quelque chose de très important pour la France, l'Allemagne. C'est en tout cas un symbole du succès de leur économie, jusqu'à récemment en tout cas, puisqu'en France, il y a eu quelques petits problèmes avec l'industrie automobile. Est-ce que vous pensez que vraiment la crise, c'est ça, ou est-ce que le moteur de l'Europe, c'était l'idée de l'Europe elle-même finalement? Est-ce que vous pensez, quel est d'après vous le moteur de l'Europe?
Et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'on risque, comme on l'a vu entre les pays du Nord et les pays du Sud, est-ce que vous pensez que ce qu'on a vu, cette défiance, ce manque de solidarité, pourrait à l'avenir se présenter aussi à l'intérieur des pays, c'est-à-dire que le nord de la France pourrait décider, par exemple, de ne plus vouloir payer les dettes des communes et des collectivités territoriales du Sud. Est-ce que vous pensez que l'ouest de l'Allemagne pourrait à un moment refuser et voudrait sortir de l'Allemagne une partie de ses Länder? Oui, pour la première question, effectivement, la locomotive franco-allemande est très importante. C'est comme ça qu'on a commencé après la guerre à construire l'Europe. Simplement, il y a des choses qui ont été décidées très précipitamment et qu'on n'a pas fait les bons choix. Par exemple, la monnaie, en instituant la monnaie unique, il fallait en même temps définir la politique budgétaire à côté les eurobonds, les trésors européens. Il ne fallait pas. La Banque centrale ne devait pas être définie de la manière qu'on l'a faite. Et il fallait prévoir une construction capable de répondre aux crises. On n'avait pas de crise à l'époque, on ne savait pas, on croyait que ceci suffit. Donc je pense que l'axe franco-allemand a joué, je ne sais pas s'il joue encore un rôle, mais dans le temps a joué un rôle. Maintenant, moins peut-être, mais la France est toujours une capitale dans l'Union européenne. Elle peut toujours jouer un rôle important. Mais pour la deuxième question, si on a, mais en tout cas, l'idée de l'Europe n'est pas fausse. L'idée de faire l'Europe, c'est pas ça qu'on met en cause. La deuxième question, si on peut avoir les mêmes problèmes à l'intérieur des pays, si on arrive là, à ce point-là, là c'est fini, il n'existe plus rien. Je pense que même il sera mis en cause même la souveraineté nationale au niveau d'un pays comme la France, l'Allemagne. Voilà. Bien. Merci pour cette présentation. J'aurais aussi une question en forme de remarque. Si je comprends bien dans ta présentation, la solution, c'est de plus en plus d'intégration, mais il n'y a pas un problème structurel. Il semblerait qu'aux prochaines élections européennes, que ce soit en France ou dans toute l'Europe, on le voit avec le Front National en France, avec Aube Dorée en Grèce, par exemple, et ailleurs en Autriche, il y a un risque que les partis les plus hostiles à l'Europe soient les grandes gagnantes de cette élection. En tout cas, c'est ce que tout le monde nous annonce. Y a-t-il pas un paradoxe structurel de prêcher plus d'intégration, moi j'en suis aussi convaincu économiquement, mais plus d'intégration face à des peuples qui expriment, en tout cas dans leur vote, une envie de moins d'Europe? Comment on peut résoudre ce paradoxe? Mais tant qu'on reste dans cette situation qu'on est à l'heure actuelle, avec une monnaie sans pouvoir politique, tant qu'on reste dans des politiques d'austérité budgétaire, on aura des problèmes comme ça, on aura des extrémités, qu'ils vont les partis d'extrême droite. Bon, ça c'est une chose. La crise actuelle est très semblable à la crise des années 30. Simplement, il y a une différence. À l'époque, on ne savait pas ce qui va arriver. Maintenant, on le sait. Et donc, il faut être vigilant. Et il ne faut pas mélanger et confondre les objectifs de court terme avec les long terme. Je veux dire quoi? Je veux dire que, je prends l'exemple des États-Unis. Dans le court terme, c'est la croissance. À long terme, c'est l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire la consolidation budgétaire. C'est un objectif de moyen et long terme. D'autant plus que si vous rétablissez la croissance et que le secteur privé se met en rail, on peut rembourser notre dette. En Europe, on fait le contraire. On s'est mis dans une histoire de court terme, austérité budgétaire, c'est-à-dire consolidation budgétaire, et à long terme, c'est la croissance et le chômage. Et qu'est-ce qu'on fait? On est entré dans un cercle vicieux, et voilà ce qu'il développe de partis d'extrême droite que vous avez évoqué tout à l'heure. Surtout en Grèce, à l'heure actuelle, qui n'est pas comparable à l'extrême droite française. L'extrême droite française, c'est un parti plutôt de centre
par rapport à celle de la Grèce. Moïse, il y a l'Europe institutionnelle et il y a l'Europe géographique. Il y a deux manières de lire le titre de ta conférence. C'est l'Union européenne peut-elle sortir de la crise économique et le continent européen peut-il sortir de la crise économique? Alors, je crois qu'une partie des problèmes est effectivement liée à la construction européenne et à la manière dont, et aux déficiences de l'architecture que tu as évoquées jusqu'à maintenant, mais je crois que tu viens d'aborder le deuxième thème qui me paraît aussi préoccupant, sinon plus, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de problèmes de la crise économique qui ne sont pas forcément liés à la construction européenne ou à la zone euro. Il y a tu as enfin rappelé que la situation actuelle ressemble beaucoup à celle des années 30. On sait qu'est-ce qu'on a au bout. Qu'est-ce qu'on a eu au bout? C'est la guerre. Bon. On est parti du prix Nobel de la paix. Et est-ce qu'on n'est pas en train de préparer quelque chose du même type? Parce que tu dis maintenant on sait. Je ne crois pas que... On sait peut-être, mais les gens sont complètement... La classe politique dans la plupart des pays actuellement, et indépendamment de ce qui se passe à Bruxelles, est complètement aveugle et est en train de répéter point par point la plupart des erreurs des années 30. Un exemple type, c'est de dire, bon, quelle est la porte de sortie? Il faut restaurer la compétitivité. Bon, il y a un aspect de la restauration de la compétitivité qui passe par l'innovation et qui effectivement qui peut déplacer la frontière de production vers le haut, etc. Mais une grande partie, et là je pense à l'Allemagne avec la politique de Schröder, ça consiste à faire abaisser les coûts par la baisse des salaires, et ça c'est ce qu'on pratiquait dans les années 30, en partie par les dévaluations, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque le beggar my neighbor policies. Alors on a enseigné pendant des années que c'était une politique stupide, comme on a enseigné pendant des années que la déflation navale était une politique stupide, qu'elle a conduit à des échecs successifs et finalement à la situation de fin des années 30, c'est-à-dire à la guerre. Eh bien non, et on continue à faire exactement la même chose qu'on a fait dans les années 30. Or ça, je crois en partie, c'est indépendant de la construction européenne. Oui, donc, tous les vices ne sont pas les vices de la construction européenne, ce sont des vices qui sont dans la mentalité européenne, peut-être, je ne sais pas. Les États-Unis ont l'air de procéder autrement, encore que ce qu'on a vu hier est quand même, c'est quand même une menace sinistre de quelque chose qui peut aussi mener les États-Unis très, très loin dans le... D'abord, quand je dis maintenant on sait, c'est avec une certaine ironie que je le dis, parce qu'on répète les mêmes erreurs du passé. Par exemple, Milton Friedman disait que lorsqu'il y aura des ruées dans les banques et que le système financier va s'effondrer, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter un moment d'inonder le marché, l'économie avec des liquidités. Qui? Friedman. Keynes disait que quand on est dans une période de crise, on ne fait pas d'austérité. L'austérité, on l'applique pendant la période de boom. Et puis, il disait que dans la période de crise, il faut faire des dépenses publiques. Donc, ce sont des choses que tous les économistes, tous les politiques aux États-Unis ou ici, ils le savent. On le sait très bien. Et pourtant, on ne l'applique pas. C'est le théorème du lampadaire que Fitoussi nous a à juste titre utilisé dans ses derniers livres. Moi, j'ai beaucoup aimé ce titre. Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, ils ont compris les choses. Ils sont beaucoup plus réalistes. Ils n'ont pas hésité un seul moment, après la crise des subprimes, lorsqu'il y avait une défiance dans les prêts interbancaires, à inonder avec des liquidités tout le territoire, avec des dollars. Et puis, une fois que la situation s'est rétablie, ils savaient très bien qu'en plein hiver, on ne peut pas avoir des canicules, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de l'inflation avec cette politique dans une période de chômage, de récession profonde. Alors, une fois que la situation semble se rétablir, ils commencent à nettoyer comme un pompier les eaux et de l'inondation qu'ils ont provoqué. En tout cas, il faut réapprendre 30 ans plus tard la politique économique encore à l'Europe.
parce qu'on l'a complètement oublié, je pense. En Europe, on applique stupidement les politiques, disons, libérales classiques. Et on risque d'aboutir à des... On a mis 5 ans pour comprendre que la crise qui a été provoquée à partir de la dette grecque, comment la résoudre? Christine Lagarde, il y a 5 jours, disait que si on savait à l'époque que cette crise ne va pas provoquer des problèmes, on aurait restructuré la dette grecque, annulé une partie, mais à l'époque, on ne le savait pas. On croyait que ça va créer des mouvements de banqueroute. Et donc, on ne l'a pas fait. Maintenant, on le sait. La Grèce a servi d'exemple pour pour apprendre. C'est entre autres. C'est bon? Ok. Alors, monsieur, honnêtement, est-ce que ce n'est pas vraiment dommage que l'Union européenne, composée de 28 pays, dépende d'un seul pays? Parce que pour moi, c'est vraiment dommage. Si je vois qu'on dit qu'on dépend de Berlin, on verra ce que Madame Merkel va faire. Et pour moi, vraiment, je perds toute la confiance en l'Union européenne. Si vraiment, si on me dit on dépend de l'Allemagne, et ça dépend de ce que l'Allemagne va faire, ça va dépendre de ce que Angela Merkel va faire. Parce que moi je pense que comment les 28 pays, chaque pays devrait être obligé vraiment d'essayer de faire tout effort possible pour vraiment sortir de cette crise. Et il ne faut pas juste dire on va attendre l'Allemagne, on verra ce que l'Allemagne va faire. Mais l'Allemagne, c'est une puissance économique dominante à l'heure actuelle. Moi, je peux aller un peu plus loin, je me pardonne du terme. On est dans une période de néocolonialisme. On a des colonies de dettes. L'Allemagne n'avait pas de dettes, n'avait pas de colonies dans son histoire. Maintenant, elle a. Ce sont des colonies de dettes. Bien, Monsieur le Président, je crois que vous vouliez dire quelques mots. Les questions sont finies. Elles le sont. Pardon. Je reste ici. Oui, reste là, c'est important. Bien, mesdames et messieurs, d'abord, je suis très heureux d'être là, très heureux aussi de voir l'assistance nombreuse qui est venue à la convocation du doyen. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, merci à Moïse pour cet exposé, même le pharmacien a compris, surtout le passage sur la cortisone. Mais je rappelle aux économistes dans la salle que c'est la dose qui fait le poison. Voilà, donc si vous voulez faire de la pharmacoéconomie ou de l'économie pharmacologique, une fois on pourra s'amuser. Je pense qu'il y a des analogies intéressantes. Alors, je voudrais peut-être revenir sur les fondamentaux qui nous rassemblent aujourd'hui et qui... Il y avait un débat économique, mais il y a eu des fondamentaux, et ces fondamentaux, ils tiennent, je pense, aux symboles, les symboles, finalement, qui nous ont fait venir ici. Et les symboles, c'est peut-être, tu parlais tout à l'heure du syndrome, là, ou de la parabole, disons, du réverbère, hein. Mais je pense qu'il ne nous faut pas. Donc, il ne nous faut pas un réverbère, il nous faut une lampe torche, il nous faut quelque chose qu'on dirige. Et je pense que ces symboles-là sont ce qui va peut-être nous permettre de retrouver nos clés. Alors, le premier symbole, tout simplement, c'est le prix Nobel de la paix. Et je veux dire à nouveau, mais je pense qu'on était beaucoup à partager l'émotion de voir un prix Nobel de la paix donné à l'Europe. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'est purement technocratique. Je pense que quand on creuse un petit peu, un prix Nobel donné à l'Europe, et en particulier pour les citoyens de cette région de l'Europe, ça a une signification extrêmement profonde. Nous sommes ici, il suffit de continuer l'avenue de la Forêt-Noire, on est en Allemagne sans y avoir pensé. Autrefois, il y avait quand même des douaniers, un blocos, un énorme blocos juste à l'entrée, avec des traces de balles. Je veux dire, voilà, c'est ça l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on file aller faire ses courses à quai. C'est extrêmement différent. Et je crois que, en plus, pour une université comme la nôtre, qui est européenne d'une manière peut-être plus sincère, oserais-je le dire, plus sincère que d'autres qui ont mis européen dans leur nom comme un adjectif. Hein, je ne citerai personne pour ne pas me vexer, mais il y a des universités françaises qui ont mis européenne derrière. Je pense qu'à Strasbourg, on n'a pas besoin d'écrire européenne, parce qu'à Strasbourg, l'Europe, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, et ce n'est pas un adjectif. Et donc, je crois que, d'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi, vous savez peut-être que le projet stratégique de l'Université de Strasbourg, c'est dépasser les frontières.
quand on a dit ça, on a bien sûr pensé au départ aux frontières nationales, mais j'allais dire c'est pas ça le plus important. C'est dépasser les frontières pour l'universitaire entre les disciplines, par exemple, qui sont souvent plus costauds que les frontières nationales, il faut bien le dire. Dépasser les frontières aussi entre les préjugés, dépasser les frontières entre les domaines qui s'ignorent. Et ici, d'ailleurs, je souligne l'économie, c'est au départ une discipline quand même, une discipline académique, mais qui ne vit que si elle dépasse les frontières avec le monde qui l'entoure. Si elle est purement théorique, bon, c'est intéressant aussi, il y a les maths théoriques aussi, ça existe, mais ça, à un moment, ça tourne un peu en rond. Alors, je crois que ça, c'était un premier symbole important qui, moi, me touche beaucoup, mais je crois qu'il a touché tous les universitaires, c'est ce prix Nobel donné à l'Europe. Le deuxième, c'est qu'il ait été transmis symboliquement à 12 personnalités de la société civile. C'est un peu... Au départ, ça peut apparaître aussi comme purement spectaculaire, mais en fait, c'est quand même pas mal. Souvent, on voit un peu un côté élitiste de ce prix Nobel. Et le troisième, bien, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que une de ces 12 personnalités, c'est Moïse, c'est un universitaire. Et je crois que ça symbolise déjà une chose extrêmement importante. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à te choisir. Tu nous diras. Mais moi, j'y vois un symbole très fort. D'abord parce que Moïse, il nous l'a montré, connaît bien l'Europe économique et que c'est un des facteurs essentiels aujourd'hui qui est important dans la construction de l'Europe. Mais je crois qu'aussi, c'est un universitaire, et l'Europe, j'ai la conviction de croire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'elle se construit beaucoup plus à l'université que dans les hémicycles, qu'elle se construit beaucoup plus avec la jeunesse qui est ici, et je salue les nombreux étudiants qui sont là, que dans certains cénacles bruxellois et dans les lobbies bruxellois. Et qu'en ce sens-là, l'université à la fois est défiée par ce prix, mais aussi reconnue. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand Moïse a reçu ce prix par transmission de témoins, en quelque sorte, c'est l'université qui a été honorée. Et alors, bien sûr, attention, ce n'est pas l'université de Strasbourg qui a été honorée, bien que quand même, il faut dire qu'on n'est pas mécontent que ça soit lui dans notre université. Mais très clairement, ce n'est pas l'université de Strasbourg qui est honorée, c'est, sans faire de grands mots, mais c'est l'université avec un grand U. Cette université en laquelle je crois nous croyons tous, qui est porteuse justement d'un certain nombre de symboles fondamentaux. Et je crois que finalement, en célébrant ce prix, en célébrant le fait qu'un de nos collègues l'ait symboliquement reçu en tant qu'universitaire, je crois que nous affirmons aussi notre foi dans une Europe des citoyens, une Europe où notre conviction, c'est-à-dire à l'université, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on élabore des connaissances et on les transmet. Et je pense qu'un des points importants, il y a des éléments économiques que je ne conteste pas, mais je pense qu'un des éléments essentiels aussi de la construction de l'Europe, comme de la construction d'une société humaine en général, eh bien, c'est la circulation, la libre circulation de la connaissance, qui permet de dépasser les préjugés, qui permet de casser les frontières, qui permet de casser les castes. Et je crois, on parlait, et je partage les craintes de certains sur le retour des barbaries et des extrémismes. C'est aussi pour nous un des remparts contre les barbaries et les extrémismes. Et donc pour illustrer cette foule de symboles qui sont importants, nous avons souhaité remettre à Moïse un autre symbole, c'est la médaille de l'université. Je pense qu'elle symbolise la reconnaissance de l'Université de Strasbourg, mais encore une fois, je crois, des universitaires, pour ce qui l'a amené à recevoir le prix Nobel. Et je voudrais simplement dire, pour boucler la boucle, ce que nous avons écrit à l'arrière de cette médaille. Donc, à Moïse Sidiropoulos, l'Université de Strasbourg honorée. Je dois vous remercier. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis très honoré, Monsieur le Président. Ben voilà. Bon, quand il n'y a pas de questions, je ne peux rien dire. Je ne vais pas répondre, malheureusement. Et je suis assez ému par ces gestes. Bon, merci.